Europe Midi, François Claus, Mathieu Charrier. Et vous pouvez également envoyer vos réactions sur le compte Twitter Europe 1, hashtag E1 Midi. C'est le temps du forum, c'est le temps de vos opinions à vous. On vous attend sur 2 sujets ce matin, puisque nous sommes en direct avec un nombre public devant nous au Salon de l'Agriculture, que le Premier ministre Manuel Valls était là. On attend vos témoignages notamment sur ce thème de la puissance ou de l'impuissance des pouvoirs publics face à une crise que certains qualifient de structurelle. Et puis c'est la grande mode du moment et elle va avoir un certain écho ici au Salon de l'Agriculture. Pas végétalien, mais plus encore, c'est ce qu'on appelle les adeptes du vegan. Donc on attend là aussi vos témoignages. Si vous êtes vegan, comme on dit, c'est un mode de vie, un mode d'être, j'allais dire. Et il sera assez intéressant, je pense, d'ouvrir un débat ici au Salon de l'Agriculture. Mais place à la crise agricole. Nous attendons donc vos témoignages 39 21, hashtag E1 Midi. Et nous avons notamment Pascal en ligne qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous écoutons votre témoignage. Alors moi, je suis petite fille de paysan, c'est ce qu'on disait avant. Je n'ai pas agriculteur. Agriculteur est venu quelques décennies plus tard. Moi-même, quand mes parents ont repris la ferme de mes grands-parents, on disait encore paysan. Aujourd'hui, on dit même plus agriculteur, on dit chef d'entreprise. Et donc, moi, ma situation est telle que mes parents donc avaient repris la suite de mes grands-parents. Et après mes parents, c'est mon frère. Mon frère s'est suicidé, c'est ce que j'expliquais à votre collaboratrice ce matin, s'est suicidé il y a 14 ans. Donc après, nous avons été en indivision à 10. Donc une indivision à 10, faut vraiment savoir ce que c'est une indivision, mais nous, ça s'est bien passé, ça a été vendu après. C'est mon frère, un autre frère qui a repris. Donc c'est des vaches laitières. Et après, il a repris une autre ferme qui était à vendre à côté. Il a groupé 2 fermes sur une ferme. Je disais ce matin, mes parents ont fait vivre 13 personnes à l'époque, entre les années 60 et 75. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Et donc, je pense que c'est même plus l'État français qui pourra sauver. C'est même plus le gouvernement, l'Europe non plus. Qu'est-ce que vous ressentez, Pascal? C'est en fait une évolution douloureuse, oui, mais inéluctable du monde autour de vous, que vous regrettez, bien sûr. Oui, parce que c'est pas ce qui a été construit à la base. C'est pas ça. Le monde agricole, c'était pas ça. Il faut bien, si chacun cherche un peu au fond de soi, il va trouver dans son arbre généalogique, ah ben oui, quelque part, je suis issu du monde agricole. On est tous issus de la terre, quoi qu'on dise. Oui, je vous le confirme. Quoi que l'on dise, y qu'on soit. Et donc, le monde agricole, aujourd'hui, c'est eux qui nous nourrissent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est demain. Qui va nourrir le peuple demain? Il n'y aura plus nos paysans. Et moi, je vois le lait, oui, il y a du lait. Pourquoi? Parce que les quotas ont été supprimés. Suppression de quotas, c'était la perte. Ça, c'était la perte de l'agriculture. Et on est allé droit dans le mur, et là, ils ont réussi. Merci beaucoup, Pascal, pour ce... Oui, allez-y, je voulais passer un bonjour à ma petite amie qui est sur l'île aux Moines. Ah, magnifique endroit. Voilà, donc Jeanne, si tu m'entends, je te fais un gros bisou. Merci, Pascal. Elle ne se reconnaît pas. Merci, Pascal, et de terminer sur cette note joyeuse et ce sourire par rapport évidemment à votre témoignage extrêmement lourd et qui, Laurent Pinatel, rebonjour, vous êtes à mes côtés là sur ce plateau, porte-parole, je le rappelle, de la Confédération Paysanne, témoignage qui est loin d'être un témoignage isolé. Oui, complètement. C'est ce qui est arrivé là, ce qui vient d'être décrit par votre auditrice, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde agricole de plus en plus. On sait qu'en France, tous les 2 jours, en moyenne, un paysan se suicide. Ça veut dire qu'on a touché quand même le fond d'une logique d'agrandissement. Ça a bien été expliqué aussi par votre auditrice. Une ferme qui en reprend une autre, parce qu'on est toujours dans cette logique de volume et on nous dit, en fait, pour résister, il va falloir vous agrandir, il va falloir vous adapter et les fermes deviennent de plus en plus grosses. On nomme effectivement les paysans aujourd'hui chefs d'entreprise parce qu'il y a de plus en plus d'argent en jeu, il y a de plus en plus de moyens, il y a de plus en plus... il y a la structuration d'une entreprise, seulement il n'y a pas le revenu d'un chef d'entreprise. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est pas isolé. Et la clé de cette crise aujourd'hui,
Et si cette crise peut être salutaire, c'est vraiment dans la prise de conscience qu'on est allé au bout d'une logique. On est allé Et au cette bout prise d'un de conscience, système. elle doit toucher nous tous qui sommes ici, par exemple dans ce studio. Il y a une manière de consommer qui peut influer ou induire une manière de produire. Ah oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on fait des politiques agricoles. Il faudrait faire une politique alimentaire. À la Confédération paysanne, on a lancé une grande campagne sur l'alimentation. Comment les citoyens peuvent se réapproprier le lien à l'alimentation. Au départ, le paysan, il était là pour nourrir les gens. Il était là pour leur donner une alimentation de qualité. C'était vraiment le besoin numéro 1 qu'on satisfaisait. Et en fait, on a transformé ce métier de paysan en un métier de producteur. D'ailleurs, on dit beaucoup de producteurs. Donc on produit des volumes de lait, des volumes de viande, mais on a perdu le fil de l'alimentation. Et ça, c'est grave. Il y a 2 réactions sur Twitter. Doom37 qui nous dit c'est du baratin, tout ça on le sait. Les gens auront tout oublié en 2017, les gens voteront pour le PS. Et une question qui peut s'adresser à vous. Qui a voté les lois aujourd'hui en vigueur dans le monde agricole ? C'est trop facile de maintenant se déchaîner sur Valls et Hollande. Alors, par rapport à la sortie des quotas laitiers, la personne qui a négocié la sortie des quotas laitiers pour la France et qui était favorable à la sortie des quotas laitiers, c'est quelqu'un qui se promène dans les allées du salon depuis ce matin, puisque c'est Bruno Le Maire, qui est un ministre de Nicolas Sarkozy. Et que nous recevrons ici à Europe 1 mercredi. D'accord, oui, puisqu'apparemment il va passer 3 jours sur le salon. Nous, on le reçoit cet après-midi sur le stand de la Confédération paysanne. Bruno Le Maire porte une part de responsabilité dans la dérégulation et dans le fait que, justement, il n'y a plus de quotas laitiers. Après, Manuel Valls et François Hollande, ils sont aujourd'hui aux manettes sur une crise sans précédent et on voit bien qu'ils ont du mal à trouver les solutions, ils ont du mal à accepter le fait qu'on est à la fin d'un modèle et qu'il faut changer de système. Alors nous retournons vers le standard d'Europe 1. Beaucoup de nombreux appels, tant cette question est sensible. Et nous avons notamment Corinne en ligne. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors nous étions avec Pascal tout à l'heure dans l'ouest de la France, la Bretagne. Nous restons dans l'ouest mais un peu plus au nord, en Seine-Maritime. Tout à fait. Alors nous vous écoutons Corinne. Oui, alors c'est vrai que le témoignage de Pascal est très douloureux et je le ressens moi-même. Mais tout n'est pas perdu, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et au niveau des pouvoirs publics, je pense que déjà au niveau des collectivités, ils doivent consommer français. Ils doivent imposer la traçabilité, entre autres pour la fabrication des yaourts. Quand je vois qu'il y a du lait d'Allemagne qui vient dans nos usines françaises, alors que nous sommes capables de produire du lait, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes les bons élèves de la classe de l'Europe. On régule notre volume de lait, puisque nos industriels ne veulent pas qu'on dépasse nos volumes de lait, alors que dans les autres pays d'Europe, l'Allemagne, la Pologne, l'Irlande, ils produisent à tout va, alors qu'ils n'ont pas les consommateurs en face. Et parce qu'aujourd'hui, il y a l'embargo russe, il y a la Chine, l'export sur la Chine, c'est raréfié. Et là, je pense qu'il faut absolument que le gouvernement, là, peut peser sur le prochain Conseil européen au mois de mars, où il faut absolument harmoniser les conditions de production et dans l'urgence, intervention plus régulation pour une discipline peut-être à titre exceptionnel, mais il faut absolument réguler le volume aujourd'hui parce que là on s'en va dans le mur là. Alors, il y a un rapport, j'imagine, assez ambivalent à l'Europe, parce que la politique agricole commune, la fameuse PAC, a fait beaucoup de bien à la France pendant de nombreuses années également, même si aujourd'hui, il y a un besoin d'harmonisation plus clair. Corinne, vous ne pensez pas à un moment donné de venir dénoncer l'Europe, que l'Europe a également beaucoup apporté? Oui, mais on a aussi beaucoup cotisé, hein. Faut pas oublier, on a beaucoup cotisé. Le problème, c'est qu'on a ouvert à des pays où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. On a ouvert les possibilités d'adhérer à l'Europe. Et ces pays-là ils se sont mis à produire aussi. Et puis il y a eu des investisseurs qui ont bien senti que produire à pas cher avec des coûts de main-d'œuvre, ils ont fait des multiplications de fermes à dimension énorme. Et nous sommes restés à une agriculture où nos vaches pâturent. Nos vaches pâturent, et ça c'est notre atout, ça. Nos vaches pâturent, c'est des oméga 3 dans le lait. Ce n'est pas... c'est ce qui est bon pour notre organisme. Et il faut absolument le différencier, ce lait.
Il faut absolument Buvez du lait, on a différencier. compris. Merci Corinne pour votre témoignage. Alors nous avons un nombreux public dans la salle. Il y a un micro baladeur pour que vous interveniez sur l'antenne d'Europe 1. Et madame, vous souhaitez apporter votre témoignage. Oui, moi je voulais dire que je suis fille de paysans. Mes parents possédaient une ferme qui n'était pas très grande. Ils avaient quelques vaches, ils avaient de la diversité puisqu'ils faisaient également des céréales. Et bien qu'ils ne soient pas très riches, ils arrivaient à faire vivre leur famille. Alors je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne puisse plus faire vivre sa famille de son travail. Voilà. Témoignage. Merci Mon beaucoup témoignage. madame. Vous étiez dans quelle région ? Nous étions dans le limite Val-de-Loire et plutôt la Sologne, une région qui n'est pas très riche. Oui, Mais- les terres pauvres, qui est devenue riche avec les grandes propriétés et Oui, les domaines oui, de chasse, oui. mais qui est une région effectivement de terre sableuse où on Exactement. fait d'excellentes asperges Ouais, et exactement. d'excellentes fraises. Voilà. Merci beaucoup, je vous dis ça parce que j'ai un attachement assez fort à ce département. Ah ben ça me fait plaisir. On continue à prendre nos auditeurs au téléphone. Nous avons notamment André qui nous appelle de Lyon. Bonjour André. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je voudrais quand même changer un peu de montrer les responsables. Alors je allez-y. pense que de toujours montrer les intermarchés, les distributeurs, c'est un peu trop facile. Tout le monde est d'accord pour taper dessus et c'est pas les autres. Moi, je pense que d'autres responsables seraient les fabricants des produits. Hein. Par exemple, j'ai cité, vous avez en Savoie Raffin, qui est censé faire des produits savoyards, mais avec de la viande polonaise, ou je sais pas trop d'où d'abord. On ne sait pas trop, personne ne le sait. Puis vous avez en Bretagne, puisqu'on parle des Bretons, vous avez Enaf, qui est quand même connu, c'est le pâté du Mataf, le Enaf. Enaf, j'ai regardé les boîtes, je suis à Lyon, j'ai regardé les boîtes attentivement. On ne connaît pas l'origine de la viande. Alors, je ferais que les paysans bretons aillent devant Fleury Michon, Enaf, et d'autres. Ah, écoutez, c'est et un puis peu manifester. ce qu'ont montré les manifestants dans Voilà. des conditions peut-être un petit peu discutables en s'attaquant au stand d'un fameux marchand de viande, disant qu'il achetait sa viande à 3 € le kilo aux producteurs de viande pour la revendre plus de 20 aux consommateurs. Des réactions sur le hashtag Mathieu Charrier. Oui André, dernier commentaire rapidement. Oui, je voulais. Il faudrait aussi arrêter que le saucisson de Lyon soit fait quelquefois avec de la viande qui vient de Pologne ou d'ailleurs, que les saucisses savoyardes, les duos, soient faites avec de la viande qui vient d'ailleurs. Il faudrait que les duos de Savoie soient faites avec de la viande locale. Le saucisson de Lyon avec de la viande locale, comme les saucisses de Toulouse avec de la viande locale, ou alors supprimer Toulouse, supprimer Lyon, supprimer Savoie. Parce Et ne que pas là, on est dans le galvauder mensonge. ces appellations, notamment d'origine contrôlée. Mathieu Charrier, On est dans le mensonge. réaction sur le hashtag. Oui, hashtag E1 midi sur Twitter. On a un témoignage qui nous vient du Cameroun, figurez-vous, et qui dit ici le litre de lait entier français coûte 1000 francs CFA. Le même lait en provenance d'Allemagne, c'est 900 francs CFA. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème de l'Europe aujourd'hui ? Laurent Pilatel, je rappelle, porte-parole de la Confédération paysanne, répond. Effectivement, il y a un problème dans la définition de ce qu'est l'Europe. On a créé l'Europe, Manuel Valls l'a rappelé ce matin, sur deux piliers qui étaient le travail autour de l'acier et l'agriculture, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on a une Europe qui exporte. On a une Europe qu'on a transformée en un immense marché où on échange des produits d'un bout à l'autre de l'Europe, où on est devenu simplement, nous paysans, des producteurs de matières premières qui sont susceptibles de gonfler les bénéfices de l'agro-industrie sur l'export. Alors de l'export qui peut être sur des marchés rémunérateurs, comme certaines AOC, notamment les vins, les spiritueux, les fromages, mais aussi de l'export de dégagement. Le lait au Cameroun, c'est typiquement ça. On a du lait, on s'en débarrasse et on va mettre à mal tout ce qui est souveraineté alimentaire, droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, droit des peuples à fabriquer et à choisir leur alimentation. La définition de l'Europe en termes d'agriculture, elle est complètement galvaudée. On est parti d'une autonomie. Aujourd'hui, on n'arrive plus à être autosuffisant. On produit seulement 40% de la viande ovine que l'on consomme. Les éleveurs de moutons sont dans des situations dramatiques. Je pense que c'est vraiment ça. Est-ce que l'Europe, c'est un grand terrain d'échange et de marchandage, ou est-ce que c'est vraiment une échelle sur laquelle on construit une alimentation commune ? Merci Laurent Pilatel. Restez avec nous. Nous allons marquer une courte pause publicitaire et nous allons revenir au grand débat avec les auditeurs. Et dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Vous allez peut-être réagir. Le débat concerne les adeptes du vegan. C'est des végétaliens, mais plus encore, on va vous expliquer ça dans une seconde. À tout de suite.
Europe 1. En direct du Salon de l'Agriculture. Mathieu Charrier, François Claus. Alors on va commencer par faire un peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'un végétarien? C'est une personne qui consomme uniquement des végétaux, des œufs, du lait, du miel, mais aucune viande d'animaux terrestres ou marins. Qu'est-ce qu'un végétalien? Végétalien consomme uniquement des végétaux. Ni viande, ni produits d'animaux terrestres ou marins, donc ni œufs, ni lait, ni miel. Qu'est-ce qu'un vegan? Vegan, en plus d'être végétalien, il n'utilise aucun produit d'origine animale sous toutes ses formes. Ni cuir, ni laine, ni fourrure, ni cire d'abeille, ni produits testés sur les animaux. Bonjour Christine. Bonjour. Vous nous appelez de Toulouse, en Haute-Garonne. L'antenne d'Europe 1 vous est ouverte. Oui, alors je crois que vous vouliez que je témoigne de notre façon de vivre. Absolument, et de ce qui vous a attiré dans... alors on peut qualifier ça, et c'est peut-être réducteur, de mode, mais dans cet art de vivre que vous défendez. Oui, alors j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de véganes, par être végétarienne. Je suis végétarienne depuis 15 ans et végane depuis 5 ans. En fait, le démarrage à cette façon de vivre, je préfère qu'on dise ça plutôt qu'une mode, parce que je considère pas ça comme une mode, mais plutôt comme une éthique, est venu en vivant à la campagne et en observant simplement les animaux et en me demandant de quelle légitimité j'avais à faire souffrir les animaux pour mon propre plaisir. Donc en fait, tout est parti de là. Enfin, plaisir, il s'agit également de se nourrir. Oui, Nourrir, bien entendu, ça peut bien être entendu. lié, on est beaucoup à le défendre, à une notion de plaisir, mais c'est aussi une forme de survie. Oui, c'est une forme de survie qui se discute. Après, moi, je suis médecin de formation. J'ai 49 ans, donc j'ai appris, comme je pense tous les médecins de ma génération, qu'il était nécessaire pour vivre de consommer des protéines animales. Donc j'ai vécu comme ça jusqu'à 35 ans. Et puis en voyant le sort que subissaient ces animaux, j'ai changé ma façon de vivre de façon un petit peu radicale, sans réfléchir vraiment. Et puis comme je ne vis pas seule, puisque j'ai 3 enfants, que je suis mariée, que voilà, j'ai réfléchi... Et les enfants vivent également selon vos préceptes? Absolument, absolument, qui ne sont pas des préceptes. Je veux simplement... je veux témoigner du fait que les végétariens, les végétaliens, les véganes, on peut les appeler de plein de façons différentes, on peut donner des tas de définitions. Je pense que ces définitions-là ne sont pas forcément exactes parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec la façon dont on peut vivre, avec nos moyens. Et en fait, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se sentir simplement en accord avec soi-même. Et c'est en ce sens que je n'aime pas le terme de précepte, parce que les enfants ont été juges de leur façon dont ils mangent. Et un de mes fils mange même parfois de la viande. Mon fils a 16 ans. Il va parfois au McDo avec ses copains et il a envie de manger un burger. Donc, oui, alors il pourrait manger aussi de la bonne viande, selon d'autres préceptes. Oui, si vous voulez. Non, après... mais comme quoi, chacun a sa manière de lire ou de voir les choses, et c'est intéressant d'entendre votre témoignage. Là où je m'interroge, c'est également sur vous faites un choix absolument drastique sur les matières des vêtements que vous portez. Oui, alors, encore une fois... Tout ça, on peut le présenter de la façon dont vous le présentez, en parlant de préceptes, de choix drastiques, etc. Tout ça n'est pas aussi simple et aussi radical que ça. L'idée est toujours la même, c'est de profiter le moins possible des autres êtres vivants de cette planète, de la partager avec eux, en vivant malgré tout dans notre société et en nous rendant bien compte que parfois j'achète des pulls en laine, effectivement, voilà, je peux pas tout éradiquer. Oui, d'accord. Non, mais on a bien compris votre attitude, et je pense que votre témoignage va être corroboré par celui d'Éric en Meurthe-et-Moselle, qu'on va appeler dans un instant. Mais avant, Mathieu, quelques réactions sur le hashtag 1.
Vous êtes nombreux à réagir effectivement sur Twitter, hashtag un midi. J'en prends 2. Christian qui explique: il y a 30 ans, mon épouse, ma fille et moi, nous avons vu à la TV des exemples de cruauté sur les animaux de la ferme. Depuis, nous sommes devenus végétaliens. Et à l'inverse, Pierre, personnellement, j'ai essayé, j'ai tenu 20 minutes. Hashtag Team Steak. Voilà. Avant de prendre un gros steak. Petite réaction peut-être de Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Ces réactions, j'allais dire humaines, des gens face à ce qui serait la détresse animale, face à ce qu'ils assimilent parfois de la torture. Que répond le monde agricole à ces interrogations et ces doutes? Alors moi je pense qu'il y a de l'élevage parce qu'il y a de la consommation. Et s'il n'y avait pas de consommation de viande, on n'élèverait pas des animaux. Donc il y a quand même ce lien. Je prends l'exemple des chevaux. Si personne ne mangeait de viande de cheval, il n'y aurait plus de chevaux de trait aujourd'hui en France. Toutes les races auraient disparu. Il y a une finalité d'élevage et de consommation dans l'agriculture. Après, sur ce développement du véganisme avec des attitudes extrêmement excessives, avec de la mise en avant, de la mise en scène, le plus souvent... Et ça va peut-être vous pousser quand même à amener un petit peu plus de régulation dans la manière d'abattre les animaux. Oui, complètement. Nous, on revendique une mordine des animaux. Un animal, si on est éleveur, on aime son animal, il faut absolument que quand on l'emmène jusqu'à l'abattoir, tout le processus respecte l'animal jusqu'au bout. Ce qui me gêne le plus dans cette espèce de développement de faits divers autour du véganisme, c'est des cas isolés, des cas particuliers dont on veut faire des généralités. Et ça, c'est extrêmement néfaste, c'est pas objectif et c'est pas honnête. Alors, Eric est avec nous en ligne. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Vous habitez en Meurthe-et-Moselle et vous êtes un adepte vegan depuis maintenant 2 ans, me dit-on. Voilà, donc depuis en fait effectivement 2 ans, j'ai pu avoir connaissance des conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Et au lieu de devenir végétarien, j'ai fait le pas de devenir directement vegan, parce que c'est une même filière finalement, que ce soit la laine, le lait, la viande, c'est la même filière. Qui est spéciste, c'est-à-dire c'est une oppression en fait systémique envers les animaux, c'est-à-dire qu'on s'arroge le droit en fait de bafouer les droits des animaux. Les véganes en fait souhaitent accorder tout simplement des droits aux animaux, comme celui tout simplement de vivre libre ou de disposer de leur corps. Et donc c'est vraiment une remise en cause plus globale, ça va plus loin que la simple consommation de viande, de lait ou de laine. C'est vraiment le rapport qu'on a aux animaux, de ne plus les considérer en fait comme des ressources à notre libre disposition, mais tout simplement comme des êtres qui doivent vivre libres et on ne doit pas interférer en fait sur leur vie. Alors je vais faire attention à ne pas employer d'adjectifs qui viendraient défigurer votre passion. Est-ce que vous êtes tout simplement en bonne santé? J'ai envie de vous poser comme question, Eric. J'ai fait des prises de sang, j'ai fait une prise de sang il y a quelques semaines à moi ainsi qu'à ma fille qui a 4 ans. Nous sommes véganes tous les deux depuis 2 ans. Et les prises de sang sont tout simplement parfaites, il n'y a aucune carence. Il faut savoir qu'en fait le corps a besoin de nutriments et qu'ils viennent de produits animaux ou de produits végétaux, c'est la même chose. On a besoin de protéines, on a besoin de lipides, de glucides, de minéraux, de vitamines et on trouve absolument tout dans le règne végétal. Merci beaucoup pour votre témoignage, Eric. Nous allons prendre peut-être rapidement une dernière personne au téléphone. Et je pense à Hélène qui nous appelle de Melun. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi. Moi, je ne suis ni végane ni végétalienne, mais ni végétarien. J'avais un a priori... comme beaucoup de monde, au sujet de ce mode d'alimentation. Mais j'ai rencontré récemment une jeune femme en Angleterre qui donc était végane, où en plus de ça, il facilite beaucoup cette mode alimentaire en Angleterre, dans tous les restaurants et tout ça, c'est facile de trouver des choses à manger. Ce que je pouvais dire, c'est que... C'est un pays, on va dire, qui a une moindre tradition culinaire que le nôtre. Aussi. C'est un pays qui a une moindre tradition culinaire ou de qualité du produit du terroir que nous. Il y a d'autres raisons qui sont peut-être un petit peu longs à expliquer, qui avaient une tradition culinaire différente, c'est exact, certainement moins glorieux qu'en France. Cela dit, vous savez, maintenant, on mange bien en Angleterre maintenant. Je vous le confirme également. Contrairement à ce qu'on peut croire. Mais
Et on boit de la bonne bière aussi, qui est aussi un aliment. Mais alors, Écoutez, Hélène, je suis désolé, je vais être cette obligé de... personne- Allez-y, très rapidement. Elle m'a bien précisé que d'abord, des personnes qui sont véganes, ça veut dire que donc, comme vous avez dit, ne mangent pas de produits laitiers, etc., des viandes, tout ça. Il faut qu'elles mangent beaucoup plus souvent. Il faut vraiment être extrêmement attentif à ce qu'elles mangent de façon à avoir le quota de protéines, etc., dont il faut. Et en fin de compte, j'ai pu constater que pour pratiquer cette mode d'alimentation, il faut quand même être assez érudit et bien suivre pour être sûr de ne pas être carencé. Car on a vu d'ailleurs quand même, le premier ça témoignage demande qu'on avait, c'était un médecin. Oui. En connaissance où trouver les protéines et les différents minéraux. Ce n'est pas aussi simple que ça n'en a l'air. Absolument. Et vous incitez donc, Hélène, les gens à consulter au moins techniquement et médicalement les livres, les ouvrages, toute la documentation qu'il y a autour de ce mouvement. On voulait entendre ces témoignages et c'était parfaitement passionnant. Merci à Laurent Pinatel de nous avoir accompagnés dans ce débat. Allez, très rapidement, je vous avais demandé, si vous étiez né un 29 février, de nous appeler. Alors, nous avons Virginie en ligne. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Votre destin a basculé pour une demi-heure, c'est ça? Une demi-heure, exactement. Vous êtes né à minuit 30, donc à 0h30, un 29 février. Vous regrettez? Pas du tout. Alors, même allez-y. si tout le monde dit que j'ai pas du tout de chance, tout le monde, ce refrain, je l'entends tout le temps. Donc, j'ai pas de chance de né un 29 février, mais bien au contraire. Aujourd'hui, j'en suis au moins à la 50e message divers et variés pour me souhaiter un anniversaire. Donc je pense que justement, toutes mes connaissances se rappellent bien de mon anniversaire et personne ne l'oublie. Donc ça, c'est une chance. Absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup Virginie pour votre sourire. On voulait terminer cette page auditeur avec vous. C'est le 29 février. Donc bien sûr, tout le studio d'Europe 1 et les spectateurs qui sont là vous souhaitent un bon anniversaire. Allez. Depuis le temps que je rêvais de passer à une antenne pour dire que voilà, le 29 février, c'est possible. Eh ben voilà, c'est fait Virginie. On est heureux de vous offrir ce cadeau, en tout cas, en ce 29 février.